irresponsable. Qui a porté Hitler au pouvoir? Quatrième de couverture. Un consortium libéral autoritaire, tissé de solidarité d'affaires, de partis conservateurs, nationalistes et libéraux, de médias réactionnaires et d'élites traditionnelles, perd tout soutien populaire. Au fil des élections, il passe de presque 50% à moins de 10% des voix et se demande comment garder le pouvoir sans majorité, sans parlement, voire sans démocratie. Cet extrême centre se pense destiné à gouverner par nature. Sa politique est la meilleure et portera bientôt ses fruits. Quand les forces de répression avertissent qu'elles ne pourront faire face à un soulèvement généralisé, le pouvoir, qui ne repose sur aucune base électorale, décide de faire alliance avec l'extrême droite, avec laquelle il partage au fond à peu près tout, et de l'installer au sommet. Cette histoire se déroule en Allemagne entre 1930 et janvier 1933. Elle repose sur une lecture des archives politiques, des journaux intimes, correspondances, discours, articles de presse et mémoires des acteurs et témoins majeurs. Elle révèle non pas la progression irrésistible de la marée brune, mais une stratégie pour capter son énergie au profit d'un libéralisme autoritaire imbu de lui-même, dilettante et in fine, parfaitement irresponsable. En histoire, l'étiologie, l'interrogation sur les causes ne se confond jamais infiniment avec la téléologie. Autrement dit, les causes ne sont jamais des causes finales. Au-delà de ce principe de méthode, il faut se départir de l'effet éblouissant, voire hallucinatoire, du monazisme. En 1932, les nazis sont une des deux grandes familles de l'extrême droite allemande, avec le Parti national du peuple allemand, DNVP, et l'un des multiples rameaux des extrêmes droites européennes, très présentes dans des démocraties fortement contestées, comme la France, la Belgique ou le Royaume-Uni, mais aussi au pouvoir dans de nombreux pays, Italie, Pologne, Hongrie, Autriche, Portugal. Ils sont racistes et antisémites, veulent régénérer la nation allemande et miment un discours de justice sociale bien commode pour gagner des suffrages. Ils entretiennent de milices politiques, SA et SS, comme à peu près tous les autres partis allemands, estiment que la violence est l'accoucheuse de l'histoire, tout en jurant respect et fidélité à la constitution du pays jusqu'à l'exercice du pouvoir, dont les nazis ne cachaient pas qu'ils seraient violents. Bien intégrés dans les milieux pas patronaux, financiers, dans les élites patrimoniales, dans la bourgeoisie et l'aristocratie, jusqu'aux princes héritiers de l'Empire, ils ont su gagner les faveurs des puissants, de la police et de l'armée. Ils sont, du reste, considérés comme des partenaires de coalition tout à fait acceptables par le DNVP, bien sûr, mais aussi par le Zentrum, quand le SPD ne considère pas, ce qui arrive de plus en plus souvent après 1930, qu'il faudrait leur laisser leur chance, puisqu'on ne les a jamais essayés, et pour que l'on voit comment ils s'en sortiront, mal, selon toute hypothèse, ce qui permettra de lever l'hypothèque. Cette histoire avait fortement impressionné l'auteur de ces lignes, lorsque, élève de 3e dans une petite ville du sud de la France, il s'était familiarisé avec elle. L'histoire d'une république qui s'effondre était encore présente partout dans les manuels et dans l'enseignement de ces années 1990 où l'on réfléchissait, en temps réel, aux événements démocratiques, la fin du bloc de l'Est, la dislocation de l'URSS et du glacis de démocratie populaire, d'Europe centrale et orientale, comme à la fragilité de ce type de construction politique, définie, selon la si pertinente boutade de Winston Churchill, comme le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Le pire, non seulement en raison de la patience et du temps que demande l'élection, le vote, la concertation, la coalition, mais aussi parce qu'il est prodigieusement fragile. Il reste que l'heure n'était pas à la méditation sur la fragilité des civilisations. Bien au contraire revivait-on, en cette fin de XXe siècle et du guerre froide, une eschatologie démocratique comparable à celle que nos grands-parents avaient connue à l'issue de la Grande Guerre. Sur les ruines des empires, russes, austro-hongrois, allemands, autant de prisons des peuples balayés par l'ordalie de l'histoire laissaient la place à des démocraties libérales et parlementaires qui, toutes, s'appliquaient à reproduire la Constitution américaine ou les institutions françaises et britanniques. Les contemporains avaient cru à la promesse de la der des der, car tout le monde, après l'horreur du massacre, avait voulu y croire, d'autant plus que, avec la SDN, cette République des États, le Parlement des Nations siégeant à Genève rendait crédible la paix perpétuelle. Nous avions, quant à nous, la fin de l'Empire soviétique, les révolutions démocratiques et nationales en Mondovision,
la chute du mur, la promesse de la mondialisation heureuse, et de la fin de l'histoire, cette histoire de feu, d'acier et de sang qui avait été celle du XXe siècle, l'avènement des troisième voies, social-démocrates ou social-libérales incarnées par les sourires triomphants de Clinton, Blair et Schroeder lorsqu'ils célébraient les accords du GATT. Nos professeurs et nos manuels, toutefois, nous parlaient de Weimar, car l'on savait que le siècle des ténèbres avait été marqué, sur le sol européen, par deux guerres atroces dont la seconde avait eu pour prodrome la fin d'une démocratie, et pas n'importe laquelle, une démocratie jeune, certes, née en 1919, mais dans un pays géographiquement central et culturellement éminent. La présence de Weimar dans les cours et les consciences de nos enseignants s'expliquait sans doute par le magistère intellectuel du matérialisme historique dans les amphithéâtres des universités pendant leurs années de formation. Un professeur du collège à Martigues avait sans doute eu comme maître Michel Vauvel ou Maurice Agulon, à Aix, ou Emmanuel Leroy-Ladurie, à Montpellier. Il avait été formé à une histoire politique adossée à l'histoire sociale, avait appris l'importance de l'économie, médité sur les constitutions qui, partant de la sphère financière, ébranlent la sphère productive, dévastent le monde social et aboutissent à des désastres politiques. Il avait lui réfléchi sur ce ground zéro de la conscience historique et politique de la gauche européenne, que tous les théoriciens politiques, tous les philosophes et sociologues et tous les historiens avaient abordé un moment ou un autre, qu'ils fussent communistes ou socialistes, staliniens ou trotskistes, ségétistes ou sédétistes, étatistes ou autogestionnaires. Car, à côté de l'école et de l'université, il y avait d'autres écoles et universités, celles des mouvements politiques de gauche où l'on apprenait, en dissertant sur l'Allemagne de 1918 à 1919, les nuances entre conseillisme et autogestion, où l'on commentait les échanges d'amabilité entre sociaux, fascistes, et les hitléro-trotskistes. La séquence de 1929-1933/34 revêtait partout une importance majeure. Elle était ce traumatisme originel qui avait vu la gauche la plus ancienne, la plus puissante et la mieux structurée du monde, la plus prestigieuse aussi, car elle était celle des théoriciens et des pères fondateurs, Marx, Engels, Bebel, Bernstein, celle des étoiles filantes et des génies, Rosa Luxembourg, celle des conquêtes sociales de 1918, journée de 8 heures, accords d'entreprise, représentativité syndicale, suffrage réellement universel, avec le vote des femmes, balayé en quelques semaines par la violence méthodique du mouvement nazi qui savait frapper au ventre et à la tête, conjuguer le déchaînement rabique de ses nervis, la piétaille de la SA, assoiffée de coco, de socialo et de juifs, avec la planification acribique, studieuse et maîtrisée de ces juristes qui, de décret en décret, loi, déconstruisaient scrupuleusement tous l'édifice de l'état de droit. L'histoire tragique de cette démocratie détruite par ses ennemis de l'intérieur, la droite nationaliste, les grands ingrédients agrariens et les industriels, les militaires, l'extrême droite, toutes les catégories que l'on n'avait aucun scrupule à incriminer, quand elles représentaient l'arriération quasi-asiatique d'une Allemagne des forêts et des forges, du servage et des canons, en touchaient chacune et chacun car, au-delà de la spécificité allemande supposée, celle du Sonderweg, il y avait là une forme de modèle et de parabole qui parlait à tous, à la gauche, bien sûr, puisqu'elle avait été, avec la démocratie, la première victime des nazis, mais aussi aux libéraux et à la droite en général. De la manière qu'un enseignant de gauche pouvait extraire de l'histoire de Weimar une sorte de modèle généralisable et prédictif, son collègue de droite y voyait la leçon, libérale, qu'administre une crise économique, la crise engendre la misère, qui nourrit les extrêmes, c'est-à-dire une gauche communiste opposée aussi bien à la démocratie bourgeoise qu'à l'extrême droite, et un mouvement nazi qui s'impose pour fonder une dictature et fomenter la guerre. La transition avec l'après-guerre était tout trouvée, il fallait des institutions internationales et du keynésianisme, tandis que ceux qui cultivaient une sensibilité de droite en tonnaient un péant au libéralisme politique et économique, leur, après la chute du mur, était à la parousie libérale et à François Furet qui, de relecture de la Révolution française ou réécriture du XXe siècle, imposait, avec le brio intellectuel et rhétorique que ses détracteurs ne lui contestaient pas, une révision puissante, et puissamment contestable, de l'histoire contemporaine, dont les programmes d'histoire, au collège et au lycée, n'allaient pas sortir indemnes. En l'espèce, il s'agissait de relier les criminalités de masse du XXe siècle,
stalinisme et nazisme, pour l'Europe, emprunté de les référer à la matrice révolutionnaire française, celle de 1793 plus que celle de 1789, tout de même. De penser la Révolution française, 1978, à cette somme à la fois autobiographique et historiographique que le passé d'une illusion, 1995, en passant par les controverses avec Michel Vauvel sur les célébrations du bicentenaire de la Révolution, 1989, et le dialogue, fécond et troublant, avec l'historien allemand Ernst Nolte, qui voyait dans le nazisme une simple réponse au bolchevisme, et qui a pu prêter le flanc aux soupçons de relativisation, voire d'apologie, des phénomènes nazis. François Furet, qui avait réglé ses comptes avec le dogmatisme stalinien de sa jeunesse pour, semble-t-il, mieux épouser la doxa libérale des années 1980, Fondation Saint-Simon, et 1990, fin de l'histoire, a eu une influence décisive sur la pédagogie du XXe siècle, influence que sa mort précoce et tragique n'a pas interrompue, en raison du halo que ses collègues et amis ont su, de tribune en somme, dommage en travaux épigoniques, maintenir autour de son œuvre et de ses idées. Pendant longtemps, l'étude, certes rapide, de la fin de la démocratie allemande a figuré en bonne place dans les manuels scolaires. J'ai retrouvé il y a peu de notes que j'avais, alors élève de 3e, rédigées pour préparer un examen sur la période. Faisons, en CDI, la synthèse des manuels disponibles. Je précise que, la peur du bolchevisme pousse les milieux d'affaires à financer le parti nazi, et que, c'est sous leur pression que le maréchal président Hindenburg, élu ENT 1925, appelle Hitler à la chancellerie, le 30 janvier 1933, pour un gouvernement de coalition avec des partis de droite. Le manuel Berlin de 3e, édition de 1989, consacre une double page fournie à la République de Weimar, et précise que, sous la pression des milieux capitalistes et des conservateurs, Hindenburg fait appel à Hitler, lequel avait proposé un programme rassurant aux industriels et aux financiers. La même année, le manuel Magnard note l'appui des possédants, Onsdap et le soutien financier, accordé par les industriels, par peur des communistes, dans une double page elle aussi fournie. En première, le manuel de la Grave de 1988 détaille la séquence Papenché chez Hitler en notant que Papen, à l'appui du monde industriel, mais que, perdons les élections du 6 novembre 1932, il est remplacé par le général von Schleicher et son programme social avancé qui prévoit la fixation d'un salaire minimum et le partage des grands domaines en faillite. Face à ces intentions, les conservateurs s'inquiètent tout autant que Hitler, ce qui est rigoureusement exact. Le manuel mentionne le discours que Hitler a tenu à Düsseldorf le 27 janvier 1932, devant les magnats de la rue. Rassurés, ceux-ci décident de le soutenir contre le trop entreprenant von Schleicher. Idem pour le manuel Belin, dirigé par Robert Frank, et dont la distribution impressionne. Outre Robert Frank, on trouve parmi les auteurs Jean-Jacques Becker, Francis Démier, Pascal Aurit, Patrick Verly. 10 pages sont consacrées à la République de Weimar, une double à la fin du régime. Les auteurs notent que ce sont bien les grands patrons comme Krupp, Thyssen, Siemens ou le banquier Schroeder qui préconisent d'appeler Hitler à la chancellerie, afin de dégager une grande coalition capable de rendre à l'Allemagne stabilité et ordre contre le bolchevisme. Dans cette opération, les milieux conservateurs et les milieux d'affaires pensent dominer Hitler. La page de documents enfonce le clou, en citant le témoignage du banquier Schröder à Nuremberg, ainsi que des réactions positives des conservateurs, des patrons et de l'armée suite à la nuit des longs couteaux. Les déclarations de Kurt von Schröder devant les enquêteurs américains sont bien connues et éclairantes. Mandaté par Papen pour organiser un rendez-vous secret avec Hitler, le banquier Schröder précise, avant d'entreprendre cette démarche, je consultais un grand nombre de dirigeants économiques et m'enquérais de leur état d'esprit. Il en ressortait qu'ils aspiraient à un homme fort qui pourrait former un gouvernement durable. Lorsque le NSDAP subit son premier revers, le 6 novembre 1932, un soutien de la part de l'économie allemande est devenu urgent. L'intérêt commun du grand capital résidait dans la peur du bolchevisme et dans l'espoir que les nazis, une fois au pouvoir, créeraient en Allemagne les conditions d'une politique et d'une économie stable. Un autre intérêt commun était le souhait partagé de réaliser le programme économique d'Hitler, dont un des points essentiels était que l'économie devait se diriger elle-même. On attendait également une nouvelle conjoncture économique créée par de très grosses commandes de l'État.
N'oublions pas que Hitler prévoyait l'accroissement des effectifs de l'armée allemande, ainsi qu'un ambitieux programme d'infrastructure et de développement des industries mécaniques. La palme de l'excellence revient au manuel de première co-rédigé par Françoise Brunel et M. Harrison, et publié par les éditions Borda en 1980. Il consacre pour sa part la bagatelle de 18 pages à la République de Weimar, dont une double à l'échec final. Le coût est abondant, les documents nombreux, traduits par l'autrice du chapitre, et puisés aux meilleures sources universitaires et littéraires, dans les publications les plus récentes, y compris de revues scientifiques telles que les Viertelgeschäft für Zeitgeschichte. Jeune engagée, Anne-Marie Sohn est la fille d'un réfugié juif ayant fui le nazisme, un ingénieur chimiste qui a trouvé à s'employer chez les parfumeurs de Grasse où il a épousé la fille d'un antifasciste italien. Nul doute que, dans ce foyer communiste, on parlait beaucoup de « Weimar » et du nazisme, à laquelle la jeune normalienne consacra sa maîtrise. La précision et la richesse du propos au fond de tels manuels des ouvrages à part entière, comme en témoigne le prix que lui décerne l'Académie française, prix Broquette-Gonin, 1982. Enseignante au lycée en classe préparatoire à l'époque, les autrices sont alors inscrites en thèse de doctorat, qui les mènera vers l'université. La présence de nombreux universitaires dans les équipes de rédaction des manuels est systématique jusqu'aux années 2010. Les élèves de 3e ou de première, de terminale, depuis la réforme du programme de 2020, sont à présent bien loin de lire de tels documents et de bénéficier de chapitres aussi circonstanciés. L'indigence des manuels est étonnante. Elle fait généralement l'objet d'une déploration de principe et vient nourrir les sempiternels philippiques sur la baisse du niveau, mais elle obéit, en l'espèce, à une tectonique historique et éditoriale qui a relégué l'étude de la République de Weimar et l'étiologie de sa disparition dans les limbes de la pédagogie et de la culture générale comme du débat public, où l'on entend couramment, d'éditoriaux en plateau, que les nazis sont quand même arrivés démocratiquement au pouvoir, faux. Que Hitler a été élu par les Allemands, jamais. Que la crise a conduit les nazis au pouvoir, faux. Que la gauche est responsable de l'arrivée des nazis au pouvoir, une sentence stupéfiante, comparable à celle qui à l'été 2022, attribuait les mégafeux qui dévastaient la Gironde, aux écologistes. Les élèves actuels ne sont tout simplement plus invités à réfléchir à ce qui a pu détruire une démocratie au cœur de l'Europe, au milieu du XXe siècle, dans un pays dont le taux d'alphabétisation, le prestige universitaire et le patrimoine littéraire, philosophique, artistique et scientifique forçaient l'admiration de ses voisins. Un manuel de 3e AC courant subsume ainsi la République de Weimar sous une problématique peu pertinente en l'espèce, dans la formulation. Comment la crise favorise-t-elle les expériences totalitaires et fragilise-t-elle les démocraties ? Est dicté par le programme et par ses mantras, les totalitarismes, concept abandonné depuis longtemps par les historiens du nazisme et du stalinisme. Peu heuristique s'il s'agit de parler de l'Italie et de l'Allemagne, cette question rend indéchiffrable un chapitre qui parle aussi de la France, mais également de la Russie, URSS. Que aurais-je pu comprendre à tout cela si j'avais dû aborder cette histoire avec de tels programmes ? Mystère. La double page consacrée à la montée du nazisme est à l'avenant. L'étiologie, simple, et martelée, la crise économique entraîne une très forte augmentation du chômage en Allemagne. Hitler profite des difficultés. Cette phrase lapidaire, qui se poursuit, comme de juste, en précisant que les nazis parviennent, légalement au pouvoir, est complétée par un graphique que l'on retrouve désormais partout, et qui met en corrélation des statistiques du chômage et les résultats électoraux d'une NSDAP. La progression des deux données, entre 1928,1930 et 1932 est, en effet, impressionnante. Mais il y a plusieurs scrutins nationaux en 1932, la courbe ne précise pas que les nazis atteignent un quasi-plateau entre avril et juillet 1932, avant de connaître un recul marqué entre les élections législatives du 31 juillet et celles du 6 novembre. Le tableau ignore aussi le fait que le chômage entame une décrue depuis l'été 1932. La double page consacrée ou « Régime totalitaire nazi » exécute en 4 lignes la question de l'arrivée des nazis au pouvoir. Il y est bien entendu question de crise, de chômage et de progression électorale. Le manuel note que le NSDAP devient le premier parti d'Allemagne, ce qui est juste, avant d'évoquer la nomination d'Hitler à la chancellerie. Comme si Hindenburg actait ainsi le verdict des urnes, ce qui est faux en tout point. Le témoignage du banquier Kurt von Schroeder,
si pertinemment proposé comme étude de document par le Manuel Bellin, disait pourtant l'essentiel. Tout ce qu'une abondante recherche avait déjà montré dans les années 1970 et tout ce qu'elle a confirmé depuis, l'arrivée des nazis au pouvoir procéda d'un choix, d'un calcul et d'un pari. Choix des élites économiques, industrielles, financiers, assureurs et patrimoniales, rentiers, actionnaires, Besitzbürgertum, bourgeoisie possédante, en allemand. Calcul d'une rationalité froide, face au gain continu du Parti communiste, un parti révolutionnaire qui ambitionnait de faire advenir, à court ou moyen terme, une Allemagne soviétique, Sowjetdeutschland, la force militante du NSDAP et les rangs fournis de ses milices, les 400 000 hommes de la SA et les 30 000 membres de la SS, offraient un contrepoids rassurant qu'il fallait à tout prix mettre au service d'une défense résolue de l'ordre social et économique. Paris, enfin, les nazis étant inexpérimentés, les flanquer de politiciens madrés et éprouvés permettait de les domestiquer dans le cadre d'un pouvoir partagé, dans un gouvernement de coalition. L'atrophie de la question de Weimar, de son épanouissement démocratique et de sa fin tragique pour les Allemands, pour les Européens, pour les Juifs, pour le monde, rétrécissement de sa présence dans les programmes et manuels, la disparition d'une réflexion sérieuse sur la fin de cette démocratie majeure, sise au cœur de l'Europe, dans un pays de vieille culture, d'alphabétisation ancienne, une démocratie dans le nom même. Entre lumière et vête littérature redoublait la signification universelle pour penser le lien entre intelligence, culture et exercice de la citoyenneté, interroge singulièrement. Dans le contexte d'étiolement, voire de dissolution démocratique que nous connaissons en Europe et dans l'extrême Occident-Sud et nord-américain, il nous a semblé opportun de rouvrir le dossier majeur de ce suicide d'une république, qui ressemble fort, à vrai dire, à un assassinat en règle, moins pour alerter sur un retour des années 1930 que pour penser et prévenir ce que Michael Fossel appelle une récidive. Le contexte de la France des décennies 2000 à 2020 est évidemment présent, en arrière-plan, celui de l'atelier du chercheur qui puise ses questions dans l'inquiétude des temps et qui sait, comme tout praticien et lecteur de la recherche historique, que toute histoire est contemporaine. L'histoire des effondrements et des disparitions de 1932-33, l'Allemagne, et de 1940, la France, dont la présence est lancinante et dont la comparaison est si féconde, ne laisse pas déguiser le regard sur les processus d'abrasion politique auxquels les démocraties sont soumises de la part de ceux que l'on a choisi d'appeler les irresponsables, en hommage à l'écrivain Hermann Brock, qui s'était, en son temps, penché sur les fossoyeurs de la démocratie allemande, et que Jules Isaac, en 1942, avait baptisé les oligarques. C'est, de fait, une petite oligarchie désinvolte, égoïste et bornée qui a fait le choix, le calcul et le pari de l'assassinat d'une démocratie, des libéraux autoritaires qui, convaincus de leur légitimité supraélectorale, persuadés du bien fondé de leur politique de réforme, le mot était déjà omniprésent en 1932, infatués de leur génie, de leur naissance et de leur réseau, ont froidement décidé que la seule voie rationnelle et raisonnable, pour se maintenir au pouvoir et éviter toute victoire de la gauche, était l'alliance avec les nazis. Hitler comme voie de la raison, ou comment l'extrême centre a mis l'extrême droite au pouvoir, c'est l'objet de la présente enquête, qui se veut instruction, dans tous les sens du terme, et que l'on pourra aussi lire comme un réquisitoire.